En 1963, Ford a failli acheter Ferrari. Les contrats étaient prêts, les avocats avaient tout réglé. Et puis Enzo Ferrari a regardé Henry Ford, deux dans les yeux, a insulté son entreprise, insulté sa famille et est parti. Ce que Ford a fait ensuite a coûté des centaines de millions de dollars, a réécrit les règles du sport automobile international et a produit l'une des failles réglementaires les plus ingénieuses de l'histoire de la course. Une faille si brillante que Ferrari ne pouvait pas la contrer, que les instances dirigeantes ne pouvaient pas la refermer. Et une voiture vieille de 5 ans a remporté Le Mans 2 fois de suite. Voilà le contexte. Nous sommes au début des années 60. Ford Motor Company a un problème. Les ventes sont correctes, les affaires tournent, mais la marque est ennuyeuse. General Motors a la Corvette. Les constructeurs européens ont le prestige du sport automobile gravé dans leur identité. Ford, lui, a la Falcon. Fiable, abordable, pratique. Tout ce qu'une nouvelle génération d'acheteurs ne voulait pas en 1962. Une génération entière avait grandi en regardant les courses à la télévision. Ces jeunes voulaient de la vitesse, du style, une dose de danger dans leur allée de garage. Et les hommes du marketing chez Ford l'avaient parfaitement compris. Gagner le dimanche, vendre le lundi. Si votre voiture gagnait des courses, les gens achetaient à la version de série. Simple et implacable, et personne ne gagnait des courses comme Ferrari. 6 victoires consécutives aux 24 heures du Mans entre 1960 et 1965, la course d'endurance la plus prestigieuse de la planète, entièrement dominée par le cheval cabré. Enzo Ferrari ne construisait pas de voitures de route parce qu'il aimait les voitures de route. Il en construisait parce qu'il avait besoin d'argent pour courir. Son modèle économique tout entier reposait sur un passe-temps extrêmement coûteux, financé par la vente de voitures de sport artisanales à de riches Européens. Mais ce passe-temps lucratif commençait à vaciller. La division voitures de route perdait de l'argent, les voitures étaient magnifiques mais ruineuses à produire, et Enzo n'avait aucun intérêt à rationaliser sa production. Chaque lira entrant dans les caisses repartait directement vers l'équipe de course. Au début des années 60, l'entreprise était en réelle difficulté financière. Henry Ford II vit une opportunité. Racheter Ferrari lui offrirait instantanément une crédibilité en sport automobile. Une marque légendaire à apposer sur l'ovale bleu et un raccourci vers le marché européen des voitures de sport. Lee Iacocca, le génie du marketing, déjà en train de développer ce qui allait devenir la Mustang, défendit l'idée avec ardeur. Le conseil d'administration de Ford approuva la démarche. Une délégation fut envoyée à Maranello. Phil Paradine, responsable des opérations italiennes de Ford, établit le premier contact en mai 1963. La proposition était claire. 2 nouvelles sociétés seraient créées. Ford Ferrari gérerait les voitures d'eau de route avec Ford comme actionnaire majoritaire. Ferrari Ford gérerait la course avec Enzo aux commandes, mais Ford conservant certains droits de regard. Enzo parut sincèrement intéressé. Selon Don Frey, directeur général de la division Ford qui menait les négociations, les 2 parties passèrent des jours à Modène, se retrouvant chaque matin à Maranello. Ferrari arrivait rarement avant 10 heures. Rien de sérieux ne se faisait avant l'après-midi. Enzo était un homme du soir. Les négociations se prolongeaient après minuit. Ils discutèrent de tout, des logos, des badges. Frey et Ferrari évoquèrent longuement les 500 miles d'Indianapolis. Enzo avait même conçu des moteurs pour cette course. Il en était fasciné. L'accord valorisait la société autour de 18 millions de dollars. Des mois de réunions, des équipes d'avocats, des spécialistes, des actifs, des experts en production. Tout avait été convenu. Les contrats attendaient les signatures. Et puis Enzo lut les petits dans caractère. Il y avait une clause stipulant que Ferrari aurait besoin de l'approbation de Ford pour toute dépense de course au-delà d'un certain montant. Selon Frank Gauzy, secrétaire personnel et confident d'Enzo, ce fut le point de rupture. Après 22 jours de négociations, Ferrari dit à la délégation Ford que cette clause compromettait sérieusement la liberté totale qu'on lui avait promise en tant que directeur de l'équipe de course. Puis les choses devinrent personnelles. Les mots exacts varient selon les sources, mais le consensus est qu'Enzo traita l'entreprise de LED, les voitures de Ford de LED et l'usine de LED. Plusieurs témoignages indiquent
qu'il dit à Henry Ford que son grand-père avait été un homme bien supérieur, que le vrai Henry Ford était mort et que ce qui restait n'en était qu'un piètre substitut. La délégation Ford rentra aux États-Unis les mains vides, humiliée, après avoir investi des mois de temps exécutifs et des sommes considérables dans un accord qui s'était évaporé parce qu'un Italien de 70 ans refusait de laisser quiconque lui dire comment dépenser son argent en course. Et pour aggraver les choses, beaucoup chez Ford soupçonnaient que toute l'affaire n'avait été qu'une manœuvre de négociation. Kenzo avait utilisé l'intérêt de Ford pour faire monter son prix avec Fiat, le géant automobile italien qui rachèterait finalement 50% de Ferrari en 1969. Que ce soit vrai ou non, la perception seule était insupportable. Henry Ford II n'était pas un homme qui encaissait l'humiliation avec sérénité. Le contrat non signé repose encore aujourd'hui dans les archives Ford, à côté d'une note confidentielle rédigée quelques semaines après l'effondrement des négociations. Cette note esquisse une nouvelle division haute performance et son premier projet, une voiture de course GT pour concourir à Sebring et au Mans. La formulation exacte attribuée à Ford varie selon les sources, mais l'intention était sans équivoque battre Ferrari, les battre au Mans, les battre sur leur propre terrain, dépenser ce qu'il faudra. Ford mit tout sur la table. Ils s'associèrent avec Lola Cars en Angleterre, dont le fondateur Eric Broadley avait déjà conçu un sport prototype prometteur à moteur central appelé le Lola Mark VI. L'ingénieur britannique Roy Lunn fut dépêché au Royaume-Uni. L'ancien patron d'Aston Martin, John Wyer, fut mis à la tête d'une nouvelle structure à Slough appelée Ford Advanced Vehicles. La voiture qu'ils construisirent s'appela la Ford GT. Le surnom vint de la hauteur de la voiture, 40 pouces au sommet du pare-brise, GT40. La première version embarquait un V8 de 4,2 litres. Elle était rapide, capable d'atteindre 320 km/h. Elle pouvait aussi décoller au-dessus de 270. L'aérodynamique était, pour employer un terme généreux, sous-développée. Bruce McLaren avait évalué le prototype dès août 1963. L'équipe savait qu'il y avait des problèmes, mais le calendrier était brutal. La voiture débuta au Nürburgring en mai 1964, puis au Mans, puis à Reims. Chaque GT40 abandonna sur problème mécanique. Aucune ne termina. Ferrari gagna le Mans une nouvelle fois en accrochant un doublé dans les 3 premières places. La grande revanche de Ford n'avait produit que 0 résultat et beaucoup d'embarras. 1965 fut légèrement meilleure, mais toujours douloureuse. Carroll Shelby, l'éleveur de poulets texan, devenu pilote vainqueur au Mans, puis constructeur de voitures, fut appelé pour reprendre le programme. Shelby n'était pas homme à faire les choses à moitié, il remplaça le moteur de 4,2 litres par un gros bloc fait 8 Ford de 7 litres, la même architecture de base qu'il avait utilisée dans la Cobra. La voiture gagna aux 2000 km de Daytona. Elle prit la 2e place à Sebring, des progrès. Puis 20 Le Mans, 5 GT, 40 engagés. Chacune tomba en panne. Problème de boîte de vitesse, d'embrayage, de joint de culasse. La meilleure tint 7 heures. Ferrari gagna une nouvelle fois. C'était leur 6e victoire consécutive au Mans. 2 ans dans le programme, des centaines de millions en valeur actuelle. Et le trophée du Mans était toujours à Maranello. Mais l'équipe Shelby continua de pousser. Ken Miles, pilote essayeur né en Grande-Bretagne qui comprenait les voitures à un niveau presque moléculaire, fut déterminant dans le développement de la version Mark II. Le moteur de 7 litres fut affiné pour produire environ 550 chevaux, bien que Ford l'ait officiellement annoncé à 485 pour ne pas alerter les instances réglementaires. Les freins furent améliorés, le refroidissement fut résolu, la suspension fut peaufinée à travers des milliers de kilomètres d'essais. Miles conduisait la voiture sans relâche, la poussant jusqu'à la destruction, apprenant de chaque défaillance, reconstruisant et recommençant. En 1966, Ford n'entra pas simplement au Mans, il le submergea.
8 Mark II sur la grille. Ferrari amena ses nouvelles 330 P3, mais les chiffres étaient bons contre eux. À la fin des 24 heures, chaque Ferrari avait abandonné, toutes sans exception. Et les voitures de Ford franchissaient la ligne aux 3 premières places. Ken Miles avait dominé. Il avait été le plus rapide tout au long de la course dans la voiture numéro 1, partageant le volant avec Denny Hulme. Il avait déjà gagné Daytona et Sebring cette année-là. Une victoire au Mans en aurait fait le premier pilote de l'histoire à remporter la triple couronne de l'endurance en une seule saison. Les dirigeants de Ford voulurent autre chose. Ils voulaient une arrivée photo, 3 voitures franchissant la ligne ensemble, côte à côte, une image marketing pour les siècles. Léo Bibé, coordinateur des courses chez Ford, ordonna à Miles de ralentir et d'attendre que les 2 autres voitures le rattrapent. Miles obéit. Les 3 GT40 franchirent la ligne presque simultanément, mais le règlement réservait une amère surprise. La voiture de Bruce McLaren et Chris Amon avait pris le départ plus en arrière sur la grille. Selon les règles du Mans, la voiture ayant parcouru la plus grande distance est déclarée vainqueur. McLaren et Amon avaient techniquement couvert plus de distance en raison de leur position de départ. Miles, l'homme qui avait mené toute la course, qui avait été le plus rapide à chaque étape, qui avait suivi les ordres de l'équipe à la lettre, fut classé 2e. 2 mois plus tard, Ken Miles testait la prochaine évolution de la GT40 à Riverside Raceway en Californie. La voiture se désintégra à grande vitesse. Miles fut tué. Il avait 47 ans. Il n'obtint jamais la victoire au Mans qu'il méritait. Et le monde de la course perdit l'un de ses meilleurs pilotes développeurs. Ford gagna le Mans une nouvelle fois en 1967 avec la Mark IV, une évolution entièrement conçue et construite en Amérique, pilotée par Dan Gurney et A.J. Foyt. C'est à ce jour la seule victoire entièrement américaine de l'histoire du Mans. Pilotes américains, équipe américaine, châssis américain, moteur américain, pneumatiques américains. Personne n'a reproduit cela depuis. Après avoir franchi la ligne d'arrivée, Gurney aspergea la foule de champagne. On lui attribue souvent le lancement de cette tradition. 2 victoires consécutives et dominantes. Ferrari humilié. Henry Ford 2 assista personnellement à la course de 66. Quand ces voitures franchirent la ligne, l'homme qu'Enzo Ferrari avait insulté 3 ans plus tôt aurait eu les larmes aux yeux. Mission accomplie. Et c'est là que la faille réglementaire entre en scène. Ford avait écrasé le Mans avec des moteurs de 7 litres. Les vitesses étaient sidérantes. Des GT40 avaient été chronométrés à plus de 340 km/h sur la ligne droite des Hunaudières. L'autorité réglementaire de la FIA, la Commission sportive internationale, s'inquiéta. Le souvenir de la catastrophe du Mans de 1955, qui avait tué plus de 80 spectateurs, hantait encore le sport. Ces voitures atteignaient des vitesses pour lesquelles les circuits n'avaient jamais été conçus. Alors la CSI changea les règles pour 1968. Les voitures prototypes de compétition en groupe 6 seraient limitées à des moteurs de 3 litres. 3 litres. Ford en utilisait 7. La Ferrari P4 employait un V12 de 4 litres. L'ère des gros moteurs en prototype sec était officiellement terminée, mais il existait une deuxième catégorie, les voitures de sport du groupe 4, et c'est là que tout bascula. Si un constructeur pouvait démontrer qu'il avait produit au moins 50 exemplaires d'une voiture, celle-ci pouvait être classée comme voiture de sport de production, plutôt que comme prototype. Les voitures de sport de production avaient droit à des moteurs allant jusqu'à 5 litres. La logique était simple. Les vraies voitures de route participant aux courses méritaient en fait de plus gros moteurs que les prototypes construits à cet unique effet. L'intention était d'encourager les véritables véhicules de production et de limiter les machines les plus extrêmes. Ce que la règle créa, en réalité, fut une faille de la taille des Hunaudières. Ford avait déjà fait le travail. En 1965, Ford Advanced Vehicles avait produit suffisamment de GT40 marque un homologué route pour dépasser le seuil minimal. Certaines avaient des échappements plus discrets, une
une suspension légèrement plus souple, des habitacles marginalement plus civilisés, à 40 pouces de hauteur avec un V8 à moteur central derrière la nuque. Le terme civilisé reste généreux, mais elle répondait à la définition légale. Environ 105 GT40 furent produites au total, dont au moins 50 Mark I, dépassant confortablement le minimum requis. Quand les nouvelles règles tombèrent, Ford demanda l'homologation en groupe 4. La GT40 Mark I, arguèrent-ils, était une voiture de sport de production. Elle répondait à l'exigence quantitative. Son moteur était en dessous de 5 litres. L'homologation fut accordée en février 1966 et resta valide jusqu'en 1971. Certaines modifications furent autorisées début 1968, notamment une mise à jour de la culasse, une cylindrée portée à 4942 cm3 et une boîte de vitesse améliorée avec différentiel à glissement limité. Ferrari était hors de lui. Enzo avait annulé l'intégralité de son programme prototype en protestation contre les changements de règlement. Il comprenait parfaitement qu'une voiture de sport de 5 litres écraserait n'importe quel prototype de 3 litres sur une longue ligne droite. Mais Ferrari ne pouvait pas satisfaire l'exigence des 50 voitures. La P4 était une machine de course artisanale. Une douzaine d'exemplaires existaient, rien de proche de 50. Y parvenir aurait exigé de transformer fondamentalement ce que Ferrari était, et Enzo aurait préféré fermer boutique plutôt que de devenir un fabricant de volume. La FIA examina le dossier de Ford, l'accepta et rejeta la protestation de Ferrari. La GT40 Mark I était officiellement une voiture de sport de production du groupe 4. Entrée John Wyer. Wyer avait accompagné la GT40 depuis le premier jour. Après le retrait des équipes officielles Ford en 1967, il acheta les droits de course et forma GW Automotive Engineering avec le soutien financier de Gulf Oil. La livrée qui en résulta, bleu ciel et orange, allait devenir le schéma de peinture le plus reconnaissable de l'histoire du sport automobile. L'équipe de Wyer prit la Mark I et traita chaque faiblesse connue avec une précision chirurgicale. Le moteur d'abord. Le V8 Ford de 4,7 litres original, dérivé du petit bloc qui propulsait tout depuis les Mustangs jusqu'aux camionnettes, avait un défaut persistant en configuration de course d'endurance, les joints de culasse. Le bloc et la culasse se dilataient à des rythmes différents sous la chaleur soutenue. Sur 24 heures d'exploitation continue, le joint finissait par céder. Les ingénieurs de Wyer trouvèrent une solution d'une élégante simplicité. Ils alésèrent le moteur à 4,9 litres, lui donnant 4942 cm3 et creusèrent des rainures pour des joints toriques entre le bloc et la culasse. Ces joints maintenaient l'étanchéité indépendamment de la dilatation thermique. Problème résolu. Le moteur produisait désormais environ 415 chevaux. Pour référence, le Mark II de 7 litres en produisait 550. Le Mark I abandonnait plus de 100 chevaux par rapport à son prédécesseur à gros bloc, mais il pouvait tourner jour et nuit sans se détruire. Le châssis était un semi-monocoque acier avec des sous-cadres avant et arrière, une suspension à double triangle à l'avant, des bras tirés à l'arrière, des disques ventilés aux 4 coins et une boîte manuelle ZF à 5 vitesses alimentant un différentiel à glissement limité. Rien de révolutionnaire. Ce qu'il était, c'était l'allègement. Les panneaux de carrosserie étaient en composite de fibre de carbone, un matériau que la plupart des équipes n'oseraient pas toucher avant encore une décennie. Le magnésium remplaçait les métaux plus lourds dans la suspension. Les portes comportaient de grandes ouvertures pour des relèves pilotes rapides avec des vitres coulissantes en plastique. Chaque gramme comptait sur 24 heures. Les données aérodynamiques tirées de l'infructueux prototype Mirage furent appliquées à la carrosserie du Mark I. Le Mirage avait été la tentative de Wyer de créer un véritable successeur en groupe 6. Il n'avait jamais fonctionné comme voiture de course, mais les enseignements aérodynamiques se transférèrent bien. La silhouette de la GT40 était caractéristique. 40 pouces de hauteur, basse, large, agressive. Suffisamment d'appui
pour rester plaqué dans les virages rapides sans sacrifier la vitesse en ligne droite. Et il y avait l'éclairage. L'équipe de Wire s'était associée à une entreprise américaine spécialisée en éclairage automobile, Sylvania, qui avait modifié les phares de la GT40 pour offrir une portée nettement supérieure en plein phare et une meilleure couverture latérale pour l'éclairage en virage. Dans la nuit, voir plus loin et plus clairement que la concurrence vaut des secondes au tour. Sur une nuit entière, cela s'accumule. Les prototypes de 3 litres qu'elle affrontait étaient rapides mais fragiles. La Porsche 908 était véloce mais encore en cours de fiabilisation. Les prototypes Alfa Romeo étaient élégants mais inconsistants. Les Alpine et Matra montraient des promesses mais manquaient de l'avantage unique de la GT40. La chose refusait simplement de se casser. Le Mans 1968 fut reporté de juin à fin septembre en raison des bouleversements sociaux qui secouaient la France. Il plut abondamment. Ferrari boycotta l'épreuve. Enzo, toujours furieux. Ford proposa même de financer une chicane sur la grande ligne droite pour réduire les vitesses, la première modification significative du circuit depuis 1932. Les pilotes de pointe de Wire, Jackie Hicks et Brian Redman, étaient tous deux blessés suite à des accidents de Formule 1. Pedro Rodriguez et Lucien Bianchi prirent donc le volant du châssis 1075. Rodriguez avait essayé Le Mans 10 fois auparavant et n'avait terminé qu'une seule fois. Bianchi en était à sa 13e tentative. Ils gagnèrent avec 5 tours d'avance, confortable, dominateur, une conception vieille de 4 ans, battant les prototypes de 3 litres d'usine de Porsche, Alfa Romeo et tous les autres. La GT40 remporta suffisamment de manches pour offrir à Ford le championnat international Tarsendo Marque 1968, avec une équipe privée, par le biais d'une faille réglementaire basée sur une voiture de production. Mais le chapitre véritablement extraordinaire fut 1969. Porsche avait immédiatement tiré les leçons de la stratégie de Ford, quand la FIA abaissa le minimum du groupe 4 à 25 voitures. Porsche construisit secrètement exactement 25 Porsche 917, un flat 12 de 4,5 litres, produisant environ 580 chevaux dans une voiture pesant à peine 800 kg. C'était la chose la plus rapide qu'on ait jamais vue au Mans. C'était aussi quasi inconduisible. La plupart des pilotes expérimentés préféraient l'ancienne et plus docile 908. Porsche avait déjà décroché le championnat du monde avant Le Mans. Ils engagèrent 16 voitures, plus d'un tiers du plateau. Ils étaient les favoris écrasants. Wire amena 2 GT40. L'une était le châssis 1075, la même voiture qui avait gagné l'année précédente. On l'appelait la vieille dame. Sur le papier, les rapports puissance-poids étaient irrisibles. La GT40 affichait 2,35 kg par cheval, la Porsche 908 était à 1,94. Cela n'aurait pas dû être compétitif. La course commença par une protestation. Le départ traditionnel du Mans exigeait que les pilotes traversent la piste en courant jusqu'à leur voiture, sautent de dedans et partent. Willy Mérès avait été grièvement brûlé l'année précédente, en partie parce qu'il n'avait pas bouclé son harnais dans la précipitation. John Wolfe, pilote privé sur 917, allait être tué dès le premier tour de cette même course dans une voiture qu'il maîtrisait à peine. Jackie Hicks refusa de courir. Il marcha lentement, monta dans la voiture, boucla chaque sangle, démarra le moteur et s'élança bon dernier. Ce fut la dernière année du départ style Mans. La stratégie de l'équipe Wire était la patience. David York, le directeur sportif, avait fixé un temps au tour confortable pendant les essais. Les pilotes avaient pour instruction d'atteindre ce temps et pas davantage, même pas d'une seconde. L'instruction était simple, survivre jusqu'à l'aube dimanche. Si la voiture tourne encore au lever du soleil, vous avez 12 heures pour vous préoccuper de gagner. Wire lui-même avait une philosophie sur Le Mans. Il ne croyait pas aux performances d'avant-course, il croyait au travail au stand, à la fiabilité et à la discipline. Les arrêts au stand de l'équipe Gulf étaient répétés à la seconde. Chaque relève, chaque ravitaillement, chaque remplacement de plaquettes était chorégraphié.
Wire gérait son opération comme une campagne militaire pendant que d'autres équipes improvisaient. La deuxième GT40 de Wire était pilotée par David Hobbs et Mike Elwood, la légende du motocyclisme reconvertie aux voitures. Leur rôle était en partie stratégique. Si la voiture de tête avait des ennuis, la deuxième était là pour perturber les concurrents. Elwood passerait les dernières heures de la course dans un duel acharné avec un prototype Matra, l'empêchant de viser le podium. Sa contribution est rarement mentionnée, elle mérite de l'être. Porsche mena environ 90% de la course, mais les 917 continuaient de se casser. Défaillance de boîte, fuite d'huile, la voiture de tête, pilotée par Vic Elford et Richard Atwood, perdit sa boîte de vitesse à 3 heures du terme. Soudainement, incroyablement, la vieille dame prit la tête de la course. Mais la Porsche 908 de Hans Herrmann était juste là, dans le même tour, à 10 secondes. La Porsche avait des freins qui s'usaient et une puissance moteur réduite. La Ford avait des problèmes d'échappement qui saignaient ses performances. 2 voitures blessées, parfaitement appariées, avec 3 heures pour régler la question. Durant ces dernières heures, la tête changea à presque chaque tour. Ickx avait calculé la géométrie. La ligne droite des Hunaudières faisait 5 km. S'il y arrivait en tête, Herrmann utiliserait sa vitesse de pointe supérieure pour le dépasser. Mais en se glissant dans le sillage de la Porsche tout au long de la ligne droite, il pouvait freiner plus tard qu'Herrmann au virage, puis maintenir l'avantage dans les sections sinueuses où la stabilité supérieure de la GT40 faisait la différence. Le dernier tour fut une pure partie d'échecs. Les voitures passèrent sur la ligne avec moins d'1 minute au compteur. Un tour supplémentaire était requis. La GT40 n'avait réalisé que 23 tours sur un plein. C'était le tour 24, presque à sec. Ickx simula une panne d'essence. Il laissa Herrmann passer tôt sur la ligne droite, la Ford semblant trébucher. Herrmann mordit à l'hameçon. X se glissa dans son sillage, économisant ses dernières gouttes de carburant dans l'ombre aérodynamique de la Porsche. Au bout de la ligne droite, il l'élimina en freinage, tint la position dans les virages, et franchit la ligne avec environ 120 mètres d'avance. Après 372 tours, l'arrivée la plus serrée de l'histoire du Mans. Le même châssis, 1075, la vieille dame, victorieux 2 années de suite. La dernière fois qu'une même voiture avait réalisé cela, c'était une Bentley en 1929 et 1930. X dédia la victoire à Lucien Bianchi, tué plus tôt dans l'année. Considérez l'arc complet de cette histoire. La FIA changea les règles pour mettre fin à la domination de Ford. Ces règles comportaient une lacune. Ford avait accidentellement comblé cette lacune des années plus tôt en construisant des voitures de route. Ferrari ne pouvait pas exploiter la même faille parce que construire en volume était antithétique à tout ce en quoi Enzo croyait. L'exclusivité même qui définissait Ferrari les rendait inéligibles et l'ironie plus profonde, le propre succès de Ford avait déclenché le changement de règlement. Ce changement avait créé la faille. La faille fonctionna grâce à des voitures de route auxquelles personne chez Ford n'avait vraiment réfléchi en 1965. Ces voitures oubliées se révélèrent être la clé de 2 années supplémentaires de domination. La vie compétitive de la GT40 s'acheva après 1969. Porsche maîtrisa la 917 et domina les années 70. Ford passa à autre chose. Mais voici ce qui rend l'histoire de cette faille encore plus remarquable. Ford avait bien tenté de construire un vrai successeur de la GT40 dans la catégorie prototype de 3 litres. Ils chargèrent Alan Mann Racing de concevoir une voiture autour du moteur Cosworth DFV de Formule 1. Le résultat fut la Ford P68, belle, basse, sculpturale. Aux essais, elle atteignit 350 km/h. Elle ne termina jamais une course, pas une seule fois. Sur 2 saisons complètes, chaque P68 abandonna. Instabilité aérodynamique, défaillance moteur, surchauffe. Ford abandonna le projet sans jamais courir au Mans avec elle. Ainsi, le prototype de haute technologie à 3 litres fut un échec total pendant
qu'une voiture vieille de 5 ans avec un moteur modifié de pick-up continuait de gagner la plus grande course du monde. Cela vous dit tout sur la course d'endurance. Et cela explique pourquoi la faille réglementaire avait tant d'importance. Sans elle, Ford n'avait rien. La GT40 n'était pas le plan B. C'était le seul plan qui fonctionnait. L'héritage a remodelé le sport automobile pour toujours. Construire juste assez de voitures de 2 routes pour homologuer une voiture de course devint le manuel de référence. Porsche le copia avec la 917. Ferrari finit aussi par apprendre, homologuant la 512S pour 1970, même si Porsche contrôlait alors la catégorie. Le concept évolua au fil des décennies. La Lancia Stratos en rallye, la BMW M1, la Porsche 959 et la Ferrari F40, la McLaren F1, la Porsche 911 GT1, la Mercedes CLK GTR dans les années 90, chaque hypercar construite pour satisfaire un règlement de course trace sa généalogie jusqu'à ses GT42 Slow. Il convient de mentionner une note de bas de page. Après que Wire eut privé Porsche de leur première victoire au Mans avec une Ford, Porsche l'approcha pour diriger leur équipe officielle pour 1970 et 1971. Il accepta. L'homme qui les avait battus devint leur directeur d'équipe. Le sport automobile a un sens de l'humour bien noir. Les exemplaires survivants se vendent entre 3 et 10 millions d'euros. Un prototype de 1964 atteignit plus de 7 millions et demi en 2020. Un Mark II jamais engagé en course se vendit pour plus de 12 millions. Le nom GT40 lui-même devint une curiosité juridique. Ford ne l'avait jamais déposé. Quand ils voulurent appeler la voiture moderne GT40 au début des années 2000, quelqu'un d'autre en possédait les droits. Elle devint donc la Ford GT. La version 2004 était un hommage délibéré. Moteur central, ligne de toit basse, V8 compressé. Elle existait grâce à ce qu'avait accompli l'original. La version 2016 était plus ambitieuse encore. Ford revint au Mans pour le 50e anniversaire et remporta le GTE Pro. Certaines rancœurs vivent dans l'ADN des entreprises. Enzo ne vendit jamais l'équipe de course, ni à Ford, ni à Fiat. Il dirigea la Scuderia Ferrari jusqu'à sa mort en 1988, à l'âge de 90 ans. L'homme qui avait torpillé le plus grand accord de l'histoire automobile l'avait fait pour conserver le contrôle de la chose qu'il aimait le plus, têtu ou intègre. Dans tous les cas, cela créa l'une des plus grandes rivalités du sport automobile et une voiture qui vainquit les règles, vainquit les pronostics et vainquit tout ce qui se présentait sur la piste pendant 4 années consécutives. La GT40 n'a pas seulement surpassé Ferrari, elle a surpassé le système tout entier et elle l'a fait avec une voiture que tout le monde considérait déjà comme obsolète, fonctionnant sur ses dernières gouttes de carburant, pilotée par un homme qui avait refusé de courir jusqu'à son point de départ.